la réforme des ATU et RTU est absolument nécessaire et extrêmement importante, et qu'elle est attendue de tout le monde, en particulier, bien entendu, de ceux qui mettent à disposition des médicaments innovants et qui essaient de comprendre quelque chose de cette organisation. Attends, je me déconnecte. Il faut que vous coupiez vos micros, parce qu'autrement, ça fait des échos et des choses comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que même si c'est une mesure qui fait partie des mesures de simplification du PLFSS, on l'avait supputé en regardant le dossier de presse du ministère quand le PLFSS a été présenté, avec 17 pages d'explications. Ça prouvait que c'était tout sauf simple. Donc, on a créé il y a presque un an maintenant un club qui s'appelle le Club PLFSS avec Bernard Jeunesse et Marine de Villers, qui est un club qui justement réfléchit à un certain nombre de mesures à prendre, de choses à proposer aux parlementaires et au gouvernement. Et il nous a semblé que ce serait bien pour une fois de sortir de la réunion du club pour être dans un café Nil, c'est-à-dire avec une audience beaucoup plus large, pour apporter sur cette réforme des ATU-RTU un éclairage qui soit un éclairage circonstancié, de qualité. Et donc, je vais laisser la parole à Bernard et à Marine pour vous expliquer la substantifique moelle de cette mesure législative. Voilà, en espérant que la réforme de 2019, qui n'a jamais pu être aboutie, aboutisse à quelque chose dans la loi de financement pour 2021 et qu'on puisse avancer concrètement pour faire en sorte que l'accès aux soins en France pour les malades soit quelque chose de réel. Bernard, je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc, juste quelques mots comme point d'ordre, pour ne pas retarder plus le début des travaux. Olivier vient de le rappeler, la mesure qui fait l'objet de l'article 8 du projet de loi est particulièrement dense, pratiquement une dizaine de pages du projet de loi. Elle s'organise autour de deux séries de dispositions, les unes qui concernent le Code de la santé publique et qui réforment en profondeur le mécanisme actuel, notamment des ATU, qu'elles soient nominatives ou de cohorte, et des RTU. Et sur cette partie, je vais dans quelques secondes, n'est-ce pas, céder la parole à Marine. Et puis la seconde partie, c'est le second volet de cet article 38, c'est tout ce qui touche à la prise en charge et donc à la réforme, en conséquence, des articles pertinents du Code de la sécurité sociale que je prendrai en charge avant que Marine ne revienne au micro pour une dernière intervention, pour clarifier un des points les plus sombres du dispositif proposé, qui est celui de ses conditions d'entrée en vigueur, qui sont tout sauf simples, comme vous allez le voir. Nous travaillons sur la version actuelle du projet de loi, c'est-à-dire la version qui a été adoptée hier après-midi par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette version n'est donc pas la version définitive, mais au vu des modestes apports du débat parlementaire, excessivement modestes, on peut considérer que, sauf si le Conseil constitutionnel venait à bousculer in fine les règles du jeu, c'est la version qui sera, dans le courant du mois de décembre, promulguée au journal officiel. Voilà à peu près comment va se dérouler donc, notre intervention. Et donc, première partie, Code de la santé publique, Marine. Merci. Donc, on va commencer très brièvement par rappeler un petit peu quel était l'objectif du législateur, pourquoi cette réforme, d'où on part. C'est une réforme qui vient des engagements qui ont été pris dans le cadre du CSIS et qui est motivée principalement par 3 points. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte que de nombreux médicaments sous ATU n'étaient pas innovants. Et ça se vérifie en particulier sur le critère de l'ASMR qui est évalué par la Commission de la transparence. Il ressort des rapports parlementaires que seuls 20% des médicaments qui bénéficiaient d'une ATU avaient une ASMR de niveau 2 ou 3, c'est-à-dire importante ou modérée. Les autres ne remplissaient donc pas le critère d'innovation. Le deuxième critère qui est plus important, c'est que le mécanisme qui a été mis en place n'était pas suffisamment incitatif
Parce que, comme vous le savez, l'industriel fixait librement l'indemnité pour l'ATU. Donc l'indemnité, c'est-à-dire le prix auquel était remboursé le médicament. Et l'industriel n'avait aucune incitation à passer à un mode de prise en charge classique rapidement, puisque le médicament continuait à être pris en charge de façon dérogatoire au prix fixé par l'industriel et donc pas négocié avec le CEPS. La conséquence, c'était que les délais de négociation et les délais d'accès à la prise en charge classique étaient très longs. Par exemple, en 2019, on avait un délai de 726 jours en moyenne pour une prise en charge classique dans le cadre des médicaments qui avaient une ATU, alors que pour les médicaments qui ne bénéficiaient pas d'ATU, ce délai d'accès était de 144 jours. Donc on voit bien que le fait de bénéficier d'une ATU ralentissait énormément les négociations parce qu'aucune incitation du côté industriel. Donc ça, c'est le principal point qui a été visé par le législateur. Et enfin, sur les RTU, c'est un système qui était peu utilisé. En France, on a seulement 27 RTU, alors que ça existe depuis quand même quelques années. Et la raison, c'est que le cadre était jugé trop lourd par les prescripteurs en particulier. Les obligations formelles et administratives étaient trop lourdes. Et donc, les prescripteurs, même pour des médicaments qui bénéficient d'une RTU, avaient tendance à prescrire en dehors de la RTU. Donc, ce sont ces trois raisons qui justifient la grosse réforme, qui est en fait une refonte totale du système qui est créée par l'article 38 du PLFSS. On avait 6 régimes et on passe à une simplification importante puisqu'on passe à 2 régimes en clarifiant les choses. On avait 6 régimes donc, que vous connaissez, qui n'ont pas été mis dans l'ordre chronologique parce qu'on a essayé de les regrouper. La RTU, on va le voir, se retrouve dans le nouveau régime de l'accès compassionnel. Donc la RTU, c'était pour des médicaments qui avaient déjà une AMM et qui étaient prescrits en dehors de cette AMM. Parce qu'on estimait que c'était une pratique qu'il fallait sécuriser, etc. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est fait à l'initiative de l'administration, pas de l'industriel. Les ATU nominatives sont les premières ATU historiquement, donc accès dérogatoire à une prise en charge qui bénéficie à des patients en particulier. ATU de cohorte, même chose, mais bénéficie à un groupe de patients. Là, on a, enfin, c'est pas limitativement, les patients ne sont pas limitativement énumérés. Post-ATU, c'est plus récent. C'est le dispositif qui permettait à un médicament ayant bénéficié d'une ATU de continuer à être pris en charge après l'obtention de son AMM et avant l'accès au remboursement classique. L'ATU en extension d'indication, c'est cette fois très récent. C'est ce qui a permis à certains médicaments qui avaient déjà une ATU dans une indication d'avoir une autre ATU dans une autre indication. Et l'accès direct post-AMM, c'est en fait le post-ATU, mais pour des médicaments qui n'ont pas eu l'ATU avant. Donc c'est voilà, l'accès direct en post-ATU. Et alors on voit que ces 6 systèmes se retrouvent condensés en 2 systèmes. Un premier système qui est l'accès compassionnel où aucun développement commercial et aucun développement n'est envisagé par l'industriel. Et un autre système qui est en fait le système de fast track, qui est l'accès précoce, où là l'industriel envisage un développement commercial et un développement, mais on est à une phase trop en amont, trop en avance, et donc on va permettre de façon transitoire à l'industriel de bénéficier d'une prise en charge dérogatoire avant que l'administration ne se prononce sur la prise en charge classique. Donc, on va commencer avec le deuxième système, l'autorisation d'accès précoce, qui est en fait le système le plus lourd, l'autorisation d'accès compassionnel étant nettement moins compliqué. Alors, quels sont les médicaments concernés? C'est ceux qui ne disposent pas encore d'une AMM dans l'indication considérée, mais pour lesquels l'entreprise soit a déjà déposé une demande d'AMM, soit s'engage à le faire.
quand elle s'engage à le faire, elle devra le faire dans un délai qui va être déterminé par la HAS, qui n'est pas fixé par la loi et qui ne sera pas fixé. Alors, la limite de ce délai, sera fixée par décret. Rien n'est fixé par la loi et le délai sera déterminé par la HAS. Donc, première catégorie de médicaments, ceux qui n'ont pas d'AMM. Deuxième catégorie, qui recouvre en fait l'actuel post-ATU, les médicaments qui ont une AMM dans l'indication considérée, mais qui ne font pas encore l'objet d'une prise en charge classique dans cette indication. Et dans ce cas-là, l'industriel a déposé un dossier de demande de prise en charge ou alors s'engage à le faire. Attention, là, s'il s'engage à le faire, le délai maximal est fixé par la loi et c'est un délai d'1 mois. 1 mois après l'obtention de son AMM, pardon. Donc, ça touche en fait... Alors, ça touche clairement les ATU nominatives et de cohorte. Enfin, ça regroupe, les actuelles ATU nominatives et de cohorte. Les ATU, le post-ATU, l'accès direct au post-ATU. Ça reprend aussi les RTU. Si jamais elles avaient vocation à déboucher sur une extension d'AMM ou un accès au remboursement demandé par l'entreprise. Alors, le nouveau mécanisme est bien qualifié d'accès précoce, donc on notera que c'est encore plus clair sur le fait que c'est un mécanisme transitoire et, comme je le disais, de fast-track. C'est certainement pas un régime qui est destiné à être pérenne dans le temps. Il y a 5 critères cumulatifs sur lesquels on va s'arrêter parce que, alors, en fait, il y a 3 critères qui n'ont pas bougé, qui sont ceux sur lesquels il n'y a pas de gras. Donc, le premier, rapport bénéfice-risque présumé favorable, absence d'alternative thérapeutique et mise en œuvre du traitement non différable. Ça, c'était déjà les critères qui existaient avant pour l'ATU. Il y a un critère qui a été modifié, qui est le deuxième. Il faut que ça concerne une maladie grave, rare, donc ça existait déjà, ou invalidante. Donc là, on ouvre le scope par rapport à ce qui était prévu avant. Et alors surtout, il y a un 5e critère sur lequel il est intéressant de s'arrêter, qui est un nouveau critère. Le médicament doit être présumé innovant. Alors, innovant, ça pose en fait un petit souci sur qu'est-ce que ça veut dire innovant. Ça a déjà été soulevé à l'Assemblée nationale. Il y a eu des amendements qui ont été déposés là-dessus en disant ce 5e critère doit être supprimé parce que médicaments présumés innovants, on ne voit pas très bien quelle réalité ça recouvre. Surtout que l'Agence européenne du médicament explique que est innovant ce qui est nouveau. Donc à partir de là, tous les médicaments qui se présentent qui présentent un dossier d'ATU, puisque ce n'est pas des génériques, ils sont censés tous être nouveaux. Ça va donc poser un souci de clarification. Le rapporteur général, lors des débats à l'Assemblée nationale, a précisé que cette notion serait précisée avec la doctrine de la HAS. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de précision ni dans des textes d'application, type décret, arrêté, etc., ni dans la loi. Ça va être vraiment à la main de la HAS. Alors justement, la HAS, donc on peut passer à la slide suivante, se retrouve avec des pouvoirs très différents de ce qu'elle avait jusqu'à présent. Puisque, alors aujourd'hui, le dispositif des ATU était géré par l'ANSM et la HAS gérait le dispositif des post-ATU. Là, le législateur a considéré que le mécanisme d'accès précoce avait une logique médicale et médico-économique et que donc c'était la compétence naturelle de la HAS et non plus celle de la NSM. Donc voilà, ça va beaucoup changer sur les ATU. On confère à la HAS de nouveaux pouvoirs. Les compétences de la HAS ont donc été modifiées. Puisqu'elle se retrouve maintenant apte à prendre des décisions, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Alors, sur les décisions de la HAS, donc on fait donc bien attention au fait que ce soit des décisions attaquables, donc dans les délais classiques pour attaquer des décisions administratives. Et attention, il se peut qu'il y ait 2 décisions,
puisque la HAS va prendre la décision sur l'octroi de l'accès précoce, donc qui vaut admission à la prise en charge dérogatoire. Mais dans certains cas, ces décisions devront être prises sur avis conforme de l'ANSM. Alors, dans quel cas? Ce sont les cas où le produit n'a pas encore d'AMM. Donc, en fait, ce sont les cas actuels de l'ATU. Le produit n'a pas encore d'AMM. Et là, on s'est dit quand même que l'évaluation du rapport bénéfice-risque devait rester entre les mains de l'ANSM. Et donc, c'est l'ANSM qui rend cet avis. Et si l'avis est défavorable, la HAS sera contrainte de refuser l'accès à l'ATU ou au post-ATU, puisqu'elle ne pourra pas rendre un autre avis sur ce critère-là, qui est un des critères essentiels pour délivrer l'ATU ou le post-ATU. Alors, la raison d'être donc de ces nouvelles compétences de la HAS, c'est de réduire les délais. On estime qu'on offre ainsi à l'industriel un guichet unique et que donc on pourra réduire les délais d'entrée dans le dispositif d'accès dérogatoire selon l'étude d'impact à 80 jours. Pour mémoire, aujourd'hui, ils sont plutôt autour de 4 mois et demi. Donc, si c'est ça, effectivement, il y aurait une grosse réduction. Ceci dit, on notera qu'il n'est pas du tout prévu dans les textes que la HAS rende une décision dans un délai maximal. C'est-à-dire que la loi ne prévoit pas que la HAS rendra sa décision dans un délai de 1, 2, 3 mois. Donc on verra comment en pratique ça se passe. Encore une fois, sur cette question-là, il y a eu une proposition d'amendement, enfin il y a eu un amendement qui a demandé, l'objet c'était contraindre la HAS à prendre sa décision dans un délai d'1 mois. L'amendement a été rejeté et le rapporteur général a souligné que1 mois, c'était dans tous les cas absolument impossible. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a vu la procédure, on peut voir les engagements du laboratoire qui n'ont pas tellement évolué en fait par rapport à ce qui existait déjà. Il faut respecter un protocole d'utilisation thérapeutique et de collecte des données qui est défini par la HAS, mais qui est élaboré en lien avec la NSM pour les médicaments sans AMM, donc l'actuel ATU. Les données portent sur l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population. Donc ça n'a pas changé. En revanche, on a clarifié le financement de ce recueil. Donc là, il est écrit de manière très explicite que c'est l'entreprise pharmaceutique qui finance ce recueil et qui est chargée de recueillir les données. L'autorisation d'accès précoce peut bien sûr, comme aujourd'hui, être retirée ou suspendue. Alors, on notera que c'est une possibilité. Il n'y a aucun cas dans lequel la HAS est obligée de retirer ou de suspendre l'autorisation d'accès précoce. Elle peut le faire dans 3 cas. Donc, les conditions qu'on a énumérées plus tôt, les 5 conditions là, ne sont pas respectées. Ou alors l'industriel qui s'est engagé à déposer une demande d'AMM ou de prise en charge ne la dépose pas ou alors la retire. Ou dernier cas, sur demande de la NSM pour des motifs de santé publique, donc qui sont détaillés sur le PowerPoint. La NSM peut elle aussi suspendre, suspendre seulement, pas retirer, puisque comme c'est une décision de la HAS, la NSM ne saurait reprendre une décision qu'elle n'a pas prise elle-même. Donc la NSM a seulement un pouvoir de suspendre l'autorisation d'accès précoce dans des cas d'urgence et seulement pour des motifs de santé publique. Donc on en a fini sur ce premier bloc qui était l'accès précoce et qui est le plus complexe. Et on peut maintenant passer à l'utilisation à titre compassionnel. Utilisation à titre compassionnel, donc c'est très calqué sur l'actuel RTU, mais on va voir que ça se décline en 3 cas. Ça couvre donc les cas où le médicament n'est pas en cours de développement en France et où le laboratoire n'a pas l'intention de développer le médicament en France, mais ça couvre aussi les cas où le développement est trop peu avancé
pour déposer un dossier d'accès précoce. Donc là où on n'a pas assez de données pour que l'ANSM puisse faire son évaluation et que la HAS puisse ensuite délivrer l'autorisation d'accès précoce. Alors, 3 cas. L'autorisation d'accès compassionnel. Alors là, ce sont pour des patients nommément désignés. Ça recouvre en fait plus ou moins l'ATU nominative. Plus ou moins parce que dans la majorité des cas, on va être dans le cas d'un médicament où le laboratoire n'envisage pas de développement. Alors que l'ATU, en général, on le voit avec l'accès précoce, est délivré dans le cas où le laboratoire envisage un développement dans une étape ultérieure. Donc voilà, donc ça recouvre en partie l'ATU nominative pour ce qui est des autorisations d'accès compassionnel. Pour le cadre de prescription compassionnelle, ça correspond vraiment à la RTU. Donc on pose un cadre de prescription pour un groupe de patients, pour une cohorte de patients. Et enfin, on a un cas d'exception où la prise en charge est permise, bien qu'on ne soit ni dans le cas de l'autorisation, ni dans le cas du cadre de prescription. Alors, sur la procédure, donc c'est la slide suivante. Merci. Donc, on a 2 types de procédures selon qu'on se situe dans le cadre de l'autorisation ou du cadre de prescription. Avec les médicaments. Donc, les médicaments concernés ne sont pas les mêmes, le demandeur n'est pas le même et la durée de l'accès compassionnel n'est pas le même. Quels sont les médicaments concernés? Pour les autorisations, donc nominatives, ce sont des médicaments qui n'ont pas d'AMM. Alors que pour le cadre de prescription, ce sont des médicaments qui ont une AMM ou une autorisation d'accès précoce, mais pas dans cette indication-là. Le demandeur n'est pas le même. C'est jamais de laboratoire. Donc, comme dans le cadre de la RTU actuelle ou des ATU nominatives, c'est le prescripteur pour les autorisations et l'ANSM sur sa propre initiative ou sur demande du ministre dans le cas du cadre de prescription. La durée, enfin, diffère aussi, puisqu'on a 1 an renouvelable pour les autorisations et 3 ans renouvelables pour le cadre de prescription. Alors ensuite, quelles sont les conditions que l'on doit satisfaire pour avoir cet accès compassionnel? Alors, c'est assez compliqué parce que pour 2 des 3 conditions, on a prévu des exceptions. La première condition, c'est que le médicament ne doit pas faire l'objet d'essais cliniques à des fins commerciales dans l'indication considérée. Donc c'est la philosophie du texte qui est de dire l'accès compassionnel ne bénéficie en principe pas à des médicaments pour lesquels le laboratoire envisage un développement. Ceci dit, il y a une exception. Attention, l'exception ne concerne que les autorisations, c'est-à-dire les médicaments que l'on délivre à des patients nominativement désignés. Et donc, par dérogation, cette condition peut ne pas être remplie pour les autorisations lorsque le médicament fait l'objet de la recherche, mais que la recherche est à un stade très précoce, que la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée, que le patient concerné ne peut pas participer à cette recherche et que l'entreprise pharmaceutique s'engage à déposer une demande d'accès précoce dans les 3 mois à compter de la délivrance de l'autorisation d'accès compassionnel. Toutes ces conditions sont cumulatives et doivent être remplies donc simultanément, cumulativement. Deuxième condition, absence de traitement approprié. Là aussi, on a une dérogation. Attention, la dérogation, cette fois, concerne les cadres de prescription, donc pas les autorisations nominatives. Et donc, un cadre de prescription peut être délivré pour des médicaments bien qu'il y ait un traitement approprié, si l'autre traitement n'est pas une spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Dans ce cas-là, on pourra avoir un cadre de prescription pour le médicament et le prescripteur, pour prescrire un médicament pour lequel il existe un autre traitement approprié, devra juger que le traitement répond au moins aussi bien aux besoins du patient. Troisième condition, pour laquelle cette fois il n'y a pas de dérogation, le rapport bénéfice-risque doit être présumé favorable.
Alors ensuite, sur les engagements du laboratoire, là, il n'y a pas de nouveauté majeure. Ça correspond grosso modo au cadre actuel des RTU, donc protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients. Peut-être un point sur le financement du recueil des données. Il est à la charge du laboratoire dans les cas où c'est un médicament pour lequel il y a de la recherche impliquant la personne humaine, ou alors dans les cas où le médicament bénéficie d'un cadre de prescription. Et alors, dernière slide, je pense, sur le... Alors, ensuite, on passera à la prise en charge, mais sur les cas de suspension ou de retrait, donc qui ressemblent à ce qui existe pour les autorisations d'accès précoce. On notera que la suspension ou le retrait sont des possibilités. Il n'y a aucun cas dans lesquels c'est une obligation pour l'administration de retirer l'utilisation d'accès compassionnel. Donc c'est possible dans 2 cas, lorsque les conditions ne sont plus remplies, ou alors pour des motifs de santé publique. Le troisième point, qui était un point qu'on a évoqué quelques slides avant, c'est le cas d'exception. Donc l'accès conventionnel est prévu en dehors des 2 cas qu'on a vus, c'est-à-dire en dehors de l'autorisation et du cadre de prescription, si 2 conditions sont remplies. Il n'y a pas d'alternative médicamenteuse qui ait une AMM ou une autorisation d'accès précoce, et le recours aux médicaments est jugé indispensable par le prescripteur. Je vais ensuite passer la parole à Bernard pour ce qui concerne le volet prise en charge. Merci. Oui, donc nous allons garder l'économie générale de la présentation à laquelle vous êtes maintenant habitués, par les médicaments d'accès précoce, et puis en poursuivant avec l'accès compassionnel, qui, comme tout à l'heure, est plus simple que l'accès précoce, ce qui vaut pour les dispositions du Code de la santé, vaut également pour le Code de sécurité sociale. Première question donc, les conditions de prise en charge, donc étant rappelé que tout cela fait l'objet des articles 162, 16.5.1, 16.5.2 et 16.5.1.1 du Code de la sécurité sociale, qui sont intégralement réécrits par le projet de loi. Donc le principe ici, c'est celui d'une prise en charge hospitalière dans certains établissements qui seront désignés. C'est une... Bernard, est-ce que je peux te permettre? On a une qualité de son qui n'est pas très bonne. Est-ce que si tu coupes ta caméra, peut-être qu'on aura une meilleure connexion? Alors, nous allons Parce couper. que le son saccade. Donc, autant avec Marine, ça passait très très bien. Voilà, c'est mieux. Pas sûr. On verra, je pense. Pardon? Je pense qu'on verra en fonction de... Enfin, quand tu vas reprendre la parole pour ton exposé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou à nous interrompre si le son pose toujours problème. Donc le principe ici, il est double. D'une part, c'est une prise en charge au titre de certains établissements hospitaliers qui seront ultérieurement désignés. Donc on rejoint un peu ce qui existe aujourd'hui. On a juste ajouté dans cette liste des établissements les établissements des armées. Et le deuxième point, c'est une prise en charge jusqu'à quand? Jusqu'à l'inscription sur une liste de prise en charge. Donc la dérogation cesse logiquement au moment où on rentre dans le dispositif de droit commun. 3 cas de dérogation éventuelle à cette règle de principe. Le retrait de l'autorisation ou sa suspension pour des raisons qui sont celles qui ont été évoquées tout à l'heure par Marine. Le refus d'inscription suite à un avis négatif, notamment de la HAS. Et troisième hypothèse, l'absence, donc, avec impossibilité de rentrer un jour dans le dispositif de droit commun, puisque cet accès au droit commun a été refusé. Et puis le troisième cas de figure,
où la prise en charge cesse dans des conditions de temporalité différentes de celles qui viennent d'être exposées, c'est l'absence de dépôt de dossier d'AMM ou l'absence de dépôt de dossier d'inscription. En quel cas, on ne peut pas prétendre à une prise en charge jusqu'à une décision d'inscription sur une liste de prise en charge. Comme aujourd'hui, cette prise en charge dérogatoire peut être assortie de certaines conditions qui affectent les conditions de dispensation des médicaments similaires qui sont pris en charge dans les conditions de droit commun. Préciser éventuellement, c'est la reconduction de ce qui existe aujourd'hui pour les ATU. Deuxième question, celle de la fixation du prix. On peut dire que l'économie générale du système actuel demeure, en ce sens que le principe, c'est celui de la liberté de détermination par le laboratoire du montant de l'indemnité qu'il va réclamer aux établissements hospitaliers, avec en contrepartie un système de remise. Ceci étant, les conditions de mise en œuvre de ce principe varient, sont considérablement, elles, modifiées. Puisque aujourd'hui, le système des remises fait que celles-ci sont calculées au moment où le prix de référence est fixé et sont versées à ce moment-là. On passe d'un système, donc, de ce système à un système dans lequel les remises sont versées de façon annuelle avant toute fixation du prix de référence. C'est ce que la Commission des affaires sociales appelle les remises au fil de l'eau. Moi, je les ai appelées remises provisionnelles, ce qui laisse mieux penser qu'elles vont venir en déduction de la remise qui sera calculée comme actuellement, de façon définitive, au moment où le prix de référence sera déterminé. La deuxième différence par rapport au système actuel, ce sont les modalités de calcul des remises, sur lesquelles on ne sait pas grand-chose pour l'instant, puisque la loi se borne à renvoyer à un arrêté ministériel qui fixera des montants de remise par tranche de chiffre d'affaires. Donc, impossible de savoir si le passage du système actuel au nouveau système tel que prévu par l'article 38 du PLFSS se traduira par un alourdissement de la charge financière mise à la charge des industriels. Je vous laisse répondre à cette intéressante question. Enfin, à signaler que comme aujourd'hui, en cas d'inscription sur la seule liste collectivité publique, le CEPS peut fixer un prix de référence pour avoir un mode de détermination du montant des remises, puisque dans ce cas-là, l'inscription vaut simplement autorisation de pénétrer à l'hôpital sans fixation du prix qui reste fixé dans le cadre de la technique des appels d'offres et du prix de cession. Voilà ce qu'on peut dire sur le mécanisme de l'économie générale du système et puis les modifications de sa mise en œuvre. Deux précisions encore sur les remises. La première, c'est l'introduction d'un dispositif nouveau de majoration possible des remises en cas de défaillance du laboratoire, notamment, mais pas seulement. Donc, pas de dépôt de dossier, première hypothèse, la remise est majorée. Deuxième hypothèse, absence de convention de prix, d'avenant de prix dans les 180 jours du dépôt. Donc là, on fait supporter. C'est un sujet de droit constitutionnel passionnant, n'est-ce pas, pour le Conseil constitutionnel en décembre. On fait supporter au seul industriel les conséquences d'un défaut d'accord, puisque apparemment, pour signer une convention, il faut être deux. Donc, sans qu'on s'interroge sur le point de savoir si ce retard à fixer le prix vient de la part de l'industriel ou de la part du CEPS. Quoi qu'il en soit, l'absence de convention de prix dans ce délai permet une majoration des remises qui seront dues. Troisième hypothèse, c'est là aussi un petit peu pénalisant pour l'industriel qui n'y est pour rien, c'est l'inscription sur une liste de prise en charge d'une spécialité comparable, répondant donc en gros à la même indication, à l'initiative des pouvoirs publics,
ou la remise en cause par la HAS de la présomption d'innovation. Voilà les 4 cas dans lesquels il est possible d'infliger au laboratoire des remises qui sont majorées. Enfin, deuxième spécificité, la reconduction du système actuel tout récent des remises exonératoires. Dans les travaux de la Commission des affaires sociales et dans le rapport annuel du CEPS pour 2019, on apprend que ce système est jugé par les pouvoirs publics comme donnant satisfaction aux industriels, puisque dans tous les cas, sauf un pour 2019, les conditions qui étaient exigées par la loi pour la signature d'une convention avec remise exonératoire ont été remplies. Ces conditions sont, comme aujourd'hui, la signature avant le 1er mai de l'année N+1 d'une convention comportant des clauses exonératoires. Et la deuxième condition, c'est que la convention doit comporter un modèle alternatif, soit de paiement étalé sur 2 ans, ce qui donne à penser, là encore, que la charge financière infligée aux industriels va être probablement augmentée, soit le paiement cash avec négociation d'une décote qu'on ne peut pas appeler remise parce qu'on ne s'y retrouverait plus, donc une décote de 0 à 3%. Moi, je trouve un peu discutable le fait que la Commission des affaires sociales, malheureusement, y insiste beaucoup, que la décote doit être négociée par l'industriel, enfin entre l'industriel et entre payer cash et payer à crédit, si je puis dire. On doit bénéficier de la remise de façon systématique et celle-ci doit être fixée unilatéralement à 3% et non pas négociée au cas par cas. Bon, voilà, ça c'est plutôt un sujet pour les instances représentatives des industriels, mais c'est un peu choquant en l'état actuel des textes. Troisième question, les conditions de continuation de traitement et de fin de prise en charge. On est là sur un système qui est proche de ce qui existe aujourd'hui, avec l'obligation pour le laboratoire d'assurer la continuité de traitement de la date, je vais y arriver, au-delà de la date à laquelle cesse la prise en charge dérogatoire, pendant une période qui sera fixée par décret, dans la limite de la durée actuelle d'1 an. Donc là, on est passé au L502-1654, qui lui aussi est réécrit pour les besoins de la cause. L'accès compassionnel, principes généraux de la prise en charge. Le principe, c'est celui d'une prise en charge à durée limitée. Donc, une différence majeure avec le système précédent, dans lequel, donc, vous vous souvenez, la prise en charge cesse à l'entrée dans le régime de droit commun. Ici, la durée est limitée, elle est prédéterminée au moment de l'admission, mais elle est limitée. Comme pour tout à l'heure, l'arrêté de prise en charge peut être assorti d'un certain nombre de conditions qui peuvent être imposées à l'industriel, et notamment la possibilité de prévoir l'obligation de dépôt d'un dossier d'inscription, le respect de certaines conditions de dispensation, ce qui renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'accès précoce, avec une nouveauté qui est l'introduction de pénalités en cas de non-respect de ces conditions. Donc, deux séries de conditions possibles, et avec une nouveauté qui est l'introduction d'une pénalité financière, sur le modèle des pénalités que vous commencez à connaître depuis quelques années, n'est-ce pas, qui sont donc calculées dans la limite d'un plafond de 10% de chiffre d'affaires, prélevés par les URSSAF comme les remises, et pouvant faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif du coin. Les modalités de prise en charge, une fois vu ces règles générales, 2 cas de figure qui seront précisés au cas par cas par l'arrêté de prise en charge. Premier cas de figure, ce que j'ai appelé le modèle RTU,
on reprend peu ou prou ce qui existe aujourd'hui. Le médicament est déjà pris en charge dans d'autres indications et à ce moment-là, les conditions de prise en charge sont reconduites pour l'indication concernée. Le prix reste inchangé et le reste à charge, le taux de remboursement demeure inchangé et reproduit à partir de l'indication prise en charge. Deuxième hypothèse, le médicament n'est pas inscrit sur une liste de prise en charge et à ce moment-là, on retombe dans le mécanisme classique. Le médicament est pris en charge sur la base du prix facturé aux établissements de santé ou sur la base, donc un peu comme tout à l'heure, ou au contraire sur la base d'un prix forfaitaire annuel qui est fixé par l'arrêté de prise en charge, avec à ce moment-là le mécanisme de remise à la sortie. Les remises, elles vont donc fonctionner en l'absence de base forfaitaire annuelle. On vient de le voir en creux. Le laboratoire, dans ce cas-là, reverse des remises dont le montant est calculé par application du barème fixé par arrêté selon les modalités qui sont identiques à celles qu'on a vues tout à l'heure. C'est un arrêté qui fixera, en fonction des tranches de chiffre d'affaires, le montant des remises qui seront dues. Donc, on sort de la négociation individuelle qui existe aujourd'hui. Des cas de figure de majoration de remise, comme on l'a vu tout à l'heure, soit en cas de non-respect du délai du dossier d'accès précoce, soit dans le cas où, comme cela existe aujourd'hui depuis la LFSS de l'année dernière, si ma mémoire est bonne, en cas de dépassement du nombre d'autorisations qui est prévu par l'arrêté de prise en charge. Disposition dont on peut se demander si elle est vraiment compatible avec le code communautaire du médicament, puisqu'au moment où le principe de l'accès compassionnel est admis, ça veut dire qu'on admet être dans le champ de l'article 5 du code communautaire, et ça veut dire qu'on admet du code communautaire, et donc aucune application d'ordre quantitatif, puisque le code prévoit uniquement que la condition d'application de l'article 5, c'est une situation jugée à la seule initiative du prescripteur. Sujet d'avenir, probablement. La fin de prise en charge, elle est soit automatique, soit possible. Donc, c'est la différence principale avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la possibilité de retrait. Il n'est que toujours possible. Fin automatique de la prise en charge en cas d'autorisation d'accès précoce ou dans le cas où l'indication entre dans une prise en charge de droit commun. Elle est également possible si l'autorisation est retirée ou suspendue ou si la prise en charge fait l'objet d'une alternative identifiée par la HAS. Continuité de traitement, les règles sont calquées sur celles du régime post-ATU. Continuité de prise en charge au-delà de la date de fin de validité de l'autorisation dérogatoire à la reprise, si l'indication est reprise dans l'AMM. Prise en charge également pour les patients initiés pendant la période de prise en charge selon la reconduction du système actuel et de ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'accès précoce. Fin de prise en charge quand? Dans deux hypothèses. Absence de dépôt du dossier d'AMM dans le mois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Marine. Soit, deuxième hypothèse, absence d'inscription dans les 7 mois suivant l'AMM. Ce qui met un peu la pression sur la négociation pour l'inscription sur les listes de prise en charge. Voilà pour ce qu'il en est pour la prise en charge, à la fois de l'un et l'autre des deux régimes. À signaler qu'en creux,
les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à l'application du système qu'on peut appeler RTU à des situations autres que les médicaments. Ça vise notamment les dispositifs médicaux et éventuellement des prescriptions, même si je crois il n'y a pas ou très peu de cas d'application. Donc ce dispositif, lui, est maintenu à l'identique de ce qui existe aujourd'hui, mais avec un système qu'on pourrait appeler de RTU, strictement limité au dispositif médical ou à la prescription. Voilà. Clarification des conditions d'entrée en vigueur maintenant. Alors, le principe, c'est que la date d'entrée en vigueur de tout ce dispositif sera fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2021. Petit aparté sur les dates qui doivent être fixées par décret au plus tard à telle date fixée par la loi. Ce n'est pas toujours le cas. Il suffit de prendre l'exemple récent du dispositif anti-cadeau dont l'entrée en vigueur devait être fixée par décret au plus tard de mémoire en juillet 2018 et qui vient de rentrer en vigueur le 1er octobre 2020. Ceci dit, donc si tout se passe bien, on aura les décrets attendus et les textes d'application qui permettront de faire rentrer tout ce dispositif en vigueur en juillet 2020. Alors, l'entrée en vigueur, comme l'avait annoncé Bernard, est assez complexe puisqu'elle est différente selon qu'on dispose à la date d'entrée en vigueur d'une ATU, d'une post-ATU ou d'une RTU. Il y a donc 3 cas de figure. Si à la date d'entrée en vigueur du dispositif, donc on va dire au plus tard le 1er juillet 2021, le laboratoire a une ATU valide. Il est prévu que l'ATU soit régie, donc reste régie par l'ancien dispositif, tant sur le principe de l'autorisation que sur sa prise en charge. En revanche, donc elle est régie jusqu'à son terme en fait par les dispositions actuelles. En revanche, une fois que le terme de l'ATU arrive, pour renouveler éventuellement l'accès précoce, on se situe dans le nouveau régime et donc on doit remplir les conditions nouvelles de l'accès précoce. Alors, petit aparté sur l'ATU, ça pose un certain nombre de problèmes. Le fait que les ATU dont bénéficient les industriels à la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif continuent jusqu'à leur terme. Premier problème, ça veut dire que parce qu'aujourd'hui, la condition de médicament présumé innovant n'existe pas. Donc aujourd'hui, les industriels peuvent bénéficier d'une ATU sans que le médicament ait à démontrer qu'il soit présumé innovant. On peut donc imaginer que l'ATU soit délivrée au printemps 2021 et qu'elle se bénéficie à l'industriel jusqu'à son terme, alors qu'elle ne remplit pas la condition de médicament présumé innovant. Et donc, première conséquence, les industriels ont intérêt à déposer et obtenir des ATU avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, puisqu'ils n'auront pas cette condition à démontrer. Deuxième conséquence, on va se retrouver à partir de l'entrée en vigueur de cette loi avec sur le marché des ATU qui en fait des ATU ou accès précoce qui en fait sont soumises à des conditions différentes. Les premières ayant eu moins de conditions à remplir que les secondes. Donc ça, c'est sur la question des ATU. Deuxième type d'entrée en vigueur, deuxième régime d'entrée en vigueur, le post-ATU, où là, il est prévu que les post-ATU vont être pris en charge au titre de la LFSS pour 2021. Donc ce sont les nouvelles dispositions qui s'appliquent. Et dernier type d'entrée en vigueur, la RTU. Alors les RTU sont réputées faire l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle, donc elles sont réputées, sans qu'il y ait de démarche particulière à faire, réputées bénéficier du nouveau régime. Ceci dit, elles sont soumises aux anciennes règles de prise en charge, donc avant l'entrée en vigueur de la LFSS pour 2021. Et voilà, donc bien sûr, après le terme de la RTU, la prise en charge se fera avec les nouvelles règles. Donc voilà sur les questions un peu compliquées d'entrée en vigueur de ces textes. Et comme vous le disiez, Bernard, il est peu probable que tout ce qu'on a développé aujourd'hui change avant la publication de la loi.
Donc voilà, on en a fini pour cette présentation. On est bien conscient que c'est dense et aride. Et bien sûr, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup Marine et Bernard pour cette présentation. Je vois déjà des questions se profiler à l'intérieur de notre groupe de participants. Vous avez captivé l'auditoire puisqu'on reste quand même encore à l'heure actuelle à plus. Donc, alors, la première question, c'est Aude Alfonsi qui veut la poser. Oui, vous pouvez bonjour, remettre votre merci pour caméra cette... quand vous posez votre question. Vous dites qui vous êtes, en quelle qualité vous intervenez, et voilà. Ah oui, bonjour, je suis désolée, mais ma caméra ne fonctionne pas. Le petit bitonio a été cassé. Donc, je suis Aude Alfonsi, je travaille aujourd'hui pour les laboratoires Grünenthal. J'ai une question à propos des médicaments anciennement sous RTU, maintenant qui seront sous l'accès compassionnel. Vous nous avez dit que la demande pouvait émaner uniquement du ministre ou de l'ANSM. Ça veut dire que les sociétés savantes n'ont plus le droit de faire une demande d'RTU, enfin d'accès compassionnel. Oui. Alors effectivement, la loi, dans le cadre de prescription, ce qui est l'équivalent de la RTU, prévoit que c'est soit sur initiative de l'ANSM, soit sur demande du ministre qui demande à l'ANSM. Après, j'imagine que les sociétés savantes pourront alerter l'ANSM et qu'on considérera dans ce cas que ça remplit la condition sur initiative de l'ANSM. C'est juste qu'officiellement, ce sera sur initiative de l'ANSM, qui reste bien sûr joignable par les sociétés savantes. En fait, j'ai 3 questions justement sur l'accès compassionnel. Je me dépêche. La deuxième, c'est à propos du fait que le médicament ne doit pas faire l'objet d'un essai clinique. S'il a fait l'objet d'un essai clinique qui s'est révélé négatif, est-ce que du coup, il ne peut pas demander, enfin, il ne peut pas y avoir d'accès compassionnel, ou c'est aujourd'hui ou hier, il n'a pas dû faire l'objet d'essais cliniques dans l'indication considérée? Alors, la condition de l'excès clinique, c'est un petit peu que l'accès compassionnel doit bénéficier à des médicaments pour lesquels le laboratoire n'envisage pas de développement. Parce que s'il envisage un développement, on lui demande de remplir les conditions beaucoup plus restrictives que sont celles de l'accès précoce. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Alors après, dans le cas où il a fait déjà l'objet d'essais cliniques qui se sont révélés défavorables, on peut se demander si du coup ça n'hypothèque pas la condition du rapport bénéfice-risque présumé favorable. D'accord. Qui est une autre condition pour bénéficier de l'accès compassionnel. D'accord. Et ma dernière question, c'est à propos des remises. Je suis étonnée, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des remises dans le cadre de RTU, puisque c'est des demandes ou, comme on disait, de sociétés savantes, d'ANSM ou même ministérielles. Donc, c'est une demande extérieure au laboratoire que de mettre accès aux produits, mais il y aurait quand même des remises payées par le labo en fonction d'un CA dépassé, CA fixé déjà par les autorités et dépassé. Donc c'est le labo qui paierait des remises alors qu'il n'a rien demandé pour cet accès compassionnel. A priori, oui. C'est la conclusion du dispositif tel qu'on le lit. Alors, il n'a rien demandé, mais il bénéficie de la prise en charge. Donc, ça justifie peut-être les remises, mais effectivement, on lui impose... Alors, c'est le même sujet sur beaucoup de choses, en fait, parce que dans l'accès compassionnel, on va imposer au laboratoire, par exemple, de financer le recueil de données, alors qu'il n'a rien demandé. Mais là, si ce sont les autorités qui demandent l'accès dans une population définie et donc dans un volume défini, comment on peut dépasser le CA si le volume a été défini par les autorités ? C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre dans le principe d'une remise en cas d'accès compassionnel. On ne peut pas dépasser un CA parce que le CA, c'est le volume et le volume a été déterminé par les autorités. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Oui, Bernard ? Est-ce qu'on a les éléments de réponse, Marine, à ton avis ? Je ne sais pas si on a les éléments de réponse là-dessus. Bernard, tu voulais dire quelque chose, je crois ? Non, on peut vérifier, mais a priori, c'est comme ça que le dispositif est prévu. Bon, comme quoi il reste encore des points sur lesquels il va falloir travailler, parce que c'est déjà très complexe, mais à mon avis, le législateur, même dans sa grande sagesse, n'a pas pensé à tout.
On a une deuxième question d'Emmanuel. Alors, Emmanuel, je ne sais pas qui est Emmanuel. C'est Emmanuel Nuris. Ah, bonjour Emmanuel. Manager, bonjour. J'ai pas de vidéo non plus, je suis désolée, mais les ordinateurs sont en panne et en ce moment c'est difficile d'en faire venir de l'étranger. J'ai une question concernant les RTU. Merci d'abord beaucoup pour votre présentation qui était vraiment extrêmement utile et très très claire. Une question concernant les RTU ou plutôt les accès à titre compassionnel qui font l'objet donc d'un cadre de prescription. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous appelez absence de traitement approprié? Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris en revanche cette histoire d'alternative thérapeutique présente ou non. Merci. Alors, aucun traitement approprié pour la pathologie. Donc, ce n'est pas sur l'exception, c'est sur la condition elle-même, c'est ça? Alors, la condition en fait, d'absence de traitement approprié n'a pas été développée par le législateur. Parce qu'en fait, on peut donner un cadre de prescription, un médicament peut bénéficier d'un cadre de prescription pour une pathologie si il n'y a pas d'alternative thérapeutique présente pour traiter cette maladie. Oui. C'est ça. Voilà, ça c'est le principe. Vous faisiez référence à des dosages ou à des formulations différentes, comme si en oui, fait… exactement. Voilà, le principe, c'est… Oui, pardon. Pardon, comme si en fait il pouvait y avoir, pour traiter la maladie, d'autres médicaments, mais qui n'est pas la même forme que celui pour lequel, ou qui n'est pas le même mode d'action que celui pour lequel le cadre de prescription est autorisé. Oui, le principe, c'est effectivement qu'il n'y a aucun traitement approprié, mais il y a, comme vous le disiez, une exception où cette condition n'est plus requise, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un médicament qui a le même principe actif, le même dosage et la même forme pharmaceutique. Donc, en aucun cas, l'accès compassionnel ne peut être délivré lorsqu'il existe un médicament qui a le même principe actif, le même dosage et la même forme pharmaceutique. Et qui a une indication thérapeutique dans l'indication. Oui. D'accord. Donc, on peut envisager qu'un médicament utilisé hors AMM, dans une indication pour laquelle il existe d'autres alternatives thérapeutiques, avec AMM, bénéficie d'un cadre de prescription. Oui, si, donc dans ce cas-là, il rentrerait dans cette exception-là. Oui. Il faut dans ce cas aussi que le prescripteur estime que le médicament ne répond pas moins bien aux besoins du patient, mais ce qui est une évidence. D'accord. Merci. Merci Emmanuel. On a Julie qui veut poser une question, journaliste à pharmaceutique. Merci, bonjour Olivier, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, très bien. J'ai deux questions. La première, je reste sur l'accès compassionnel puisqu'on y est. Actuellement, dans les 27 RTU que vous avez mentionné, il y a eu au moins une RTU entre guillemets économique à Vastin dans la DMLA. Est-ce que dans le nouveau dispositif, les RTU pour motif économique restent possibles? J'ai pas l'impression, mais vous allez peut-être me le confirmer. Et ensuite, dans l'accès précoce, sur les possibilités de pénalité, quand il n'y a pas de conclusion d'accord avec le CEPS dans les 180 jours. Mais est-ce que les 180 jours ne concernent que le délai de négociation avec le CEPS ou est-ce que ça englobe tout l'examen, incluant l'examen par la HAS? Et là, c'est vraiment très restrictif pour le laboratoire. Oui, alors effectivement, les RTU pour raisons économiques ne sont pas mentionnés. Après, on ne voit pas très bien ce qui s'y opposerait si les conditions de, l'accès compassionnel pour des raisons économiques n'est pas mentionné, ni dans les travaux parlementaires, ni dans la loi elle-même. Ceci dit, on ne voit pas très bien ce qui s'y oppose, puisque ça peut être sur initiative de l'ANSM ou sur demande du ministre. Donc, qui peut avoir des motifs économiques en tête, à condition que les trois critères soient remplis. Donc, pas d'essai clinique, pas de traitement approprié et rapport bénéfice-risque présumé favorable.
Mais là, s'il y a un traitement approprié, si je reprends l'exemple d'Avastin Lucentis, il y avait un traitement approprié, il était juste beaucoup plus cher. Mais un traitement approprié existait. Donc là, dans ce cadre-là, tel que vous l'avez décrit, ça ne serait plus possible. Alors, si le traitement approprié en question a le même dosage, la même forme et le même principe actif, c'est pas possible. S'il y a une différence, donc là, c'est une différence de formulation dans un de ces trois critères. Ouais. Ok, merci. Question suivante, c'est Bernard. Et donc, Bernard. sur la question des... Peut-être Bernard Jeunesse, tu veux prendre la parole sur la question des 180 jours, parce que c'est un vrai problème. Bernard. Ce qui est prévu, c'est l'absence de signature d'avenant de prix dans le délai de 180 jours. Donc, ce qui, pour moi, recouvre toute la négociation, enfin, tout ce qui a lieu, tout ce qui se passe en amont de la négociation du prix. Alors, c'est effectivement une contrainte relativement lourde. C'est un euphémisme pour le laboratoire et surtout, c'est une contrainte qui pèse sur sa tête, alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, il est pour partie étranger à ce dépassement éventuel des délais. La question suivante, c'est Bernard. Si vous ne précisez pas votre nom, je ne peux pas vous présenter. C'est Bernard Avoac. Ah, bonjour Bernard. Alors, je vais activer ma caméra si j'arrive. Oui. Deux petites précisions. Quelle est l'autorité compétente qui prend la décision de l'octroi de l'accès précoce sur l'évaluation des 5 fameux critères, qui prend la décision? Et la deuxième question qui ne va pas vous étonner, quel est le rôle qui est dévolu à la commission de transparence pour l'évaluation de ces critères? En d'autres termes, est-ce que les textes ne font mention que de l'HAS ou de la commission de la transparence? Alors, sur votre première question, l'autorité qui prend la décision, c'est la HAS, mais dans le cas où le médicament ne bénéficie pas d'une AMM sur avis conforme de l'ANSM, donc bon, ça n'est qu'un avis de l'ANSM, mais puisqu'il s'agit d'un avis conforme, on est plutôt dans de la codécision. Sur la deuxième question, les textes ne font mention que de la HAS, donc ce sera très vraisemblablement la commission de la transparence, parce qu'on ne voit pas très bien qui dans la HAS pourrait évaluer ces critères pour les médicaments, mais les textes ne font référence qu'à la HAS, sans préciser davantage. Mais ça pourrait être le collège. Oui, c'est l'HAS qui est l'organisme décisionnaire qui octroie l'accès précoce, ou il se contente d'évaluer les 5 critères? Ah non, c'est la HAS est décisionnaire. Okay. C'est une très grosse nouveauté. Ouais, effectivement, donc on a changé les compétences de la HAS dans le Code de la santé publique, etc., qui se retrouve avec un pouvoir de décision et non plus d'avis, et donc décision attaquable. Donc on va se retrouver, a priori, avec beaucoup plus de contentieux avec la HAS en face. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'à partir du moment où les textes ne visent que la HAS, effectivement, on est dans une question d'organisation interne de la HAS. C'est à la HAS d'arbitrer entre une décision du collège et une décision, puisqu'il faut maintenant parler de décision, de la commission de transparence, me semble-t-il. Alors, il y a dans les deux cas avantages et inconvénients. L'avantage principal d'une délégation à la commission de transparence, ce serait évidemment la question des délais. Et c'est ce qui semble, compte tenu de l'objectif recherché, la solution la plus raisonnablement plausible à la date d'aujourd'hui. Voilà de quoi rassurer sur l'avenir de la commission de transparence. Question suivante, Clémence Jonquéas. Oui, bonjour. Clémence Jonquet, je travaille pour les laboratoires Vertex. Je me demandais dans le cadre, notamment du cadre d'autorisation d'accès précoce, plus l'autorisation d'accès compassionnel qui concerne en gros ce qui relève actuellement des ATU nominatives. Quelle est en fait la possibilité pour le laboratoire de mettre à disposition le produit à titre gracieux?
Parce qu'il y a certains cas de figure où ça me semble possible, d'autres où ça me le semble moins. Mais au final, est-ce que c'est possible de mettre ça, de mettre à disposition le produit à titre gracieux si c'est le souhait du laboratoire? Alors ça, pour être honnête, c'est un vide total sur la nouvelle réforme des ATU, des ATU et RTU. Cette hypothèse n'est pas du tout envisagée par le laboratoire, par le laboratoire, par l'administration, parce que on parle d'indemnités fixées par le laboratoire, de remises, etc. Dans tous les cas, il n'y a pas un cas où on précise que ça ne s'appliquera pas parce que le laboratoire met sur le marché le médicament à titre gracieux. Donc, il y a fort à penser que ces dispositifs ne vont pas être applicables dans ce cas. D'accord. Merci. Une autre question pour Émilie. Pareil, je ne sais pas qui est Émilie. Émilie? Émilie? Non, mais je pense qu'Émilie, pourtant Émilie est là, mais vous avez votre micro est désactivé. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on vous entend pas. Je ne sais pas si c'est l'Émilie dont vous parlez, mais j'avais pas de question à poser. Bon, alors, je vais en poser une. Olivier est figé chez moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, j'avais peut-être une question sur les dérogations qu'on pourrait avoir, par exemple, quand il y a des médicaments qui peuvent avoir une utilité pour les enfants en usage pédiatrique. Est-ce qu'ils ont une utilité ils ont leur AMM. Donc là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intervenir dans ce cadre-là avec une demande derrière de faire des études pour déposer une AMM pédiatrique? Donc, vous soyez dans le cadre de l'accès compassionnel ou de l'accès précoce? Plutôt accès précoce? Ça dépend aussi de la volonté. Si on se rend compte que le médicament marche bien chez l'adulte et que finalement les médecins aimeraient bien s'en servir aussi en pédiatrie, après ça rejoint aussi des questions qui ont été posées. Si je voyais plutôt dans la conversation, si le laboratoire ne veut pas forcément développer ce moment-là, quoi. Exactement. Donc effectivement, dans le cadre de ce type de médicament, soit le laboratoire ne veut pas développer et on se retrouvera dans le cadre de l'accès, soit le laboratoire a un projet de développement ou déposer une AMM dans ses nouvelles indications. Et dans ce cas-là, on se retrouvera dans le cas de l'accès précoce avec un rapport bénéfice-risque qui va être présumé favorable. Ok, merci. Alexandre Werner. Donc je ne sais pas si... Oui, allô, bonjour. Alexandre Werner, je fais partie du laboratoire Novartis, enfin la division 3A de médecine nucléaire. Et j'avais juste une question à poser par rapport à l'entrée en vigueur du dispositif. Je voulais savoir si vous aviez le détail de l'information pour savoir qu'est-ce qui est pris en compte. C'est la date du dépôt du dossier d'ATU ou c'est son acceptation qui va faire qu'on est régi selon l'ancien. C'est son acceptation. D'accord. D'accord. Et si l'acceptation est faite avant... Ce qui est prévu par les textes, c'est... Si l'acceptation est faite avant, donc on ne bénéficiera pas de la mise en place du système des remises à ce moment-là. Exactement. Alors, les remises, il y avait quand même du changement dans les remises qui avait été introduit l'an dernier par la LFSS pour 2020 et qui n'était pas encore entré en vigueur. Donc, en fait, vous pourrez bénéficier partiellement des nouveautés sur les remises. Mais effectivement, les textes parlent des médicaments qui, à la date d'entrée en vigueur, bénéficient d'une ATU ou d'une RTU, pas de ceux qui ont déposé leur dossier avant la date d'entrée en vigueur. D'accord. Merci et merci pour la présentation également. La question suivante pour Isabelle Adeline. Oui, bonjour. Isabelle Adeline, je travaille pour MAT Pharma, donc une société de biotechnologie dans le microbiote. Donc, je vous remercie d'abord pour votre présentation, en effet très claire et très didactique. Merci beaucoup. J'ai une question pour un produit qui aujourd'hui est en ATU nominatif, donc qui, d'après ce que je comprends, rentrerait dans le ATU, enfin dans l'accès compassionnel, car encore en développement en phase 2.
Seulement, j'entends, mais c'est un produit bien évidemment à développement commercial. Maintenant, j'entends qu'il faut, dans les 3 mois, déposer une demande d'accès précoce. Or, quand on est en phase 2, c'est un petit peu compliqué de déposer un accès précoce si accès précoce signifie que dans un délai déterminé, qu'on peut estimer à 1 an, évidemment à définir, mais on doit déposer une demande d'AMM. Donc, un produit dans une maladie rare en phase 2 à développement commercial qui aujourd'hui rentrerait dans un accès compassionnel et qui, vous disiez, aurait des pénalités si non-respect des conditions. Comment on fait concrètement? Est-ce que la loi... Alors, si vous êtes déjà dans un développement... Est-ce que la loi ne l'a pas prévu? C'était un peu un cas exceptionnel et qui n'est pas aujourd'hui prévu par la loi, et auquel cas, comment on fait? En fait, les ATU nominatives sont splittées entre les 2 régimes. Donc, il y a une partie des ATU nominatives qui vont se retrouver dans l'accès précoce et d'autres dans l'accès compassionnel. Le critère qui détermine dans quelle catégorie on va, c'est est-ce que le laboratoire compte développer ce médicament ou pas? Et est-ce qu'on est à un stade tellement en amont du développement qu'il est impossible de produire la documentation pour avoir l'accès précoce. Si vous comptez développer et que vous avez de la documentation pour obtenir l'accès précoce, vous n'avez normalement pas vocation à vous retrouver en accès compassionnel. Donc, vous passez directement en accès précoce. Il n'y a pas de délai qui est fixé par la loi entre l'obtention de l'accès précoce et l'obtention de l'AMM. Vous devez la demander, mais en revanche, il n'y a pas de délai qui est fixé sur l'instruction. Et en fait, l'accès précoce ne prend pas fin si la décision d'AMM est tardive. D'accord, mais quand on dit tardif, ça fait plusieurs années. Bah oui. D'accord, ok. En tout cas, c'est dans la prise en charge dérogatoire. Après, il y a des délais qui sont fixés par le droit européen sur les dossiers d'instruction d'AMM, donc qui sont censés engager les autorités. Mais ceci dit, il n'y a aucune disposition qui vous prive de l'accès précoce ou qui met fin à l'accès précoce si l'autorité qui instruit votre dossier d'AMM met du temps à examiner ça et qu'il y a des échanges qui durent, etc. Là, c'est pas ça. Enfin, mon point, c'est pas ça. C'est qu'on n'est même pas en dépôt. Quand on est dans une maladie rare, qu'on est en phase 2, il faut déjà qu'on publie les résultats de phase 2 et qu'ensuite, on démarre la phase 3 et qu'ensuite, on ait suffisamment de patients pour que la phase 3 puisse conclure. Donc, ça peut prendre plusieurs années. Donc, oui. C'est ça mon point, c'est qu'on n'a même pas déposé un dossier d'AMM. Dans le délai de 3 ans, on n'aura même peut-être pas déposé de dossier d'AMM. Donc, est-ce qu'on peut rester, dans le cadre de la loi telle qu'il est prévu aujourd'hui, en accès précoce pendant tant de temps? Alors ça, effectivement, ça n'est pas prévu. Je reprends juste... Mais non, là, il n'y a pas de précision là-dessus sur est-ce que quand vous tardez à déposer votre dossier d'AMM, est-ce que vous pouvez continuer à bénéficier de l'accès précoce? Il n'y a pas de précision là-dessus. Parce que ça, c'est la réalité du développement dans les maladies rares. Puisque vos dossiers d'AMM, déposés, ça va être fixé par décret, ce délai. Vous devrez déposer votre dossier d'AMM dans un délai qui va être fixé par décret, un délai maximum fixé par décret et qui, au cas particulier, vers l'HAS. Donc malheureusement, la loi ne permet pas de répondre à votre cas. Il faudra voir quelle est la limite qui va être fixée par le décret et que va fixer la HAS dans ce cas-là. Aujourd'hui, ce qu'il voulait, c'était 1 an déjà. Donc, on peut penser que ça ne va pas être plus qu'1 an, mais on verra. Mais ça veut dire que ce cas-là n'est pas aujourd'hui, risque d'être problématique dans le cadre de la loi actuelle. Bon, en fait, la loi renvoie à d'autres personnes pour prendre cette décision-là, en fait, sur les délais. Le seul délai que fixe la loi, c'est sur le poste ATU, où elle dit, là, si vous voulez continuer à bénéficier de l'accès précoce alors que vous avez déjà une AMM, vous vous engagez à déposer votre délai
dans le mois qui suit l'obtention d'AMM. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas encore d'AMM, le délai maximal dans lequel vous demandez votre AMM va être fixé par la HAS dans le cadre de ce qui aura été fixé par un décret. Donc malheureusement, il faut attendre ces nouveaux textes. Donc nous, on fait une veille juridique sur tout ce qui sort là-dessus, etc. Et donc on commentera ça dès que ce sera publié au journal officiel. Mais dans l'attente de ça, malheureusement, c'est difficile de vous répondre. On va peut-être passer à une question suivante, parce que ce cas est visiblement très complexe. C'est Thomas, tu voulais poser une question. Tout à fait, bonjour à tous, merci pour l'exposé ultra clair. Moi j'avais une question en fait qui est un peu dans la lignée de la question pédiatrique en fait. C'est par rapport aux préparations hospitalières qui pourraient avoir un intérêt, par exemple, prenons un médicament, un vieil anticancéreux qui est formulé par une pharmacie hospitalière sous forme pédiatrique, en solution buvable, parce qu'on n'a que des gélules par exemple, pour le traitement d'un cancer, un myéloblastome ou autre. Et cet accès compassionnel-là, est-ce qu'il ne va pas venir en contradiction avec le dispositif européen qui autorise en fait les pharmacies hospitalières à sortir un certain nombre de médicaments pour des populations ultra restreintes pour les enfants en fait? Est-ce que ça peut être justement un frein pour le développement des médicaments avec AMM, je veux dire? Alors, un frein pour le développement des médicaments, je ne le vois pas très bien. On parle d'un médicament qui n'a pas d'AMM dans l'usage pédiatrique. Exactement, et qui fait l'objet d'une préparation hospitalière autorisée par l'ANSM. Ok. Et vous voudriez en plus bénéficier de l'accès compassionnel? Enfin, vous voudriez, en fait, c'est l'ANSM qui va décider. Ouais. Exactement. Donc, si l'ANSM le décide ou si le ministre le demande, effectivement, puisque la forme est différente, les conditions pourraient être remplies. Après, est-ce que c'est en contradiction avec le droit européen? Excellente question. On n'avait pas du tout vu cette disposition comme ça, mais on va regarder le point. Une question de José de Félix. Voilà, j'ouvre mon micro. Merci. Merci pour votre exposé. J'appartiens à une association de malades, maladies rares, et nous avons par exemple un médicament qui est la dizulone, qui est de la dapsone plus du fer, mais dans ces maladies rares, quelquefois, le malade a un taux de ferritine beaucoup trop élevé, et à ce moment-là, il faut prendre de la dapsone sans fer, et ce médicament, dapsone, n'a pas l'AMM en France, mais c'est un très vieux médicament qui a l'AMM pour la lèpre. Donc, ça n'a rien d'innovant. Et pour l'instant, nous obtenons ça par ATU nominative. Alors, est-ce que nous pourrons continuer à bénéficier de ce médicament très ancien et qui n'a pas l'AMM en France ou non? Alors, comme l'ATU nominative va se retrouver en fait à cheval entre les deux régimes, vous pourrez bénéficier de la prise en charge de ce médicament, non pas au titre de l'accès précoce, puisque comme vous le disiez, s'il n'est pas innovant, il ne va pas remplir les conditions de l'accès précoce. En revanche, ça ne l'empêche pas de remplir les conditions de l'accès compassionnel. Et puisque on se retrouve vraiment dans ce cas de figure-là avec l'accès compassionnel, où c'est un médicament pour lequel le laboratoire n'envisage pas de développement, qui n'est pas présumé innovant, mais qui pour autant est mis à la disposition de patients. Et ça pourrait être soit du prescripteur, soit des autorités de santé. Il n'y aura pas de limite dans le temps, parce que là, malheureusement, ça va durer. Alors, il y a effectivement une limite dans le temps. Si c'est sur demande du prescripteur, c'est 1 an. Et si c'est sur demande des autorités de santé, c'est 3 ans. Ceci dit, à chaque fois, ce sont des périodes qui sont renouvelables et la loi ne dit pas qu'il y a un maximum. Donc, on peut imaginer que ces périodes soient renouvelées à l'infini, en fait. C'est juste que l'administration reprend la décision. D'accord. Merci beaucoup. Et on a une dernière question pour Marie-Claude Holtz.
Oui, bonjour et merci pour votre exposé qui était vraiment très très clair. En fait, on est un laboratoire de thérapie génique avec une ATU depuis maintenant 1 an, donc une ATU nominative, et la NSM nous demande de nous diriger vers une ATU de cohorte. Donc notre question c'est, dans le cadre d'une ATU nationale, on a une indemnité qui nous est reversée sur chaque traitement, mais dans le cadre d'une ATU de cohorte européenne, si certains pays mettent à disposition de manière gratuite le produit, est-ce que la France peut accepter à ce qu'il y ait une indemnité en France pour les patients français? Parce qu'on sait par exemple qu'en Allemagne, les produits sont mis à disposition gratuitement pour les patients, alors qu'en France, le laboratoire peut décider soit de mettre le produit à disposition du patient gratuitement, soit de mettre en place une indemnité. Donc la question, c'était vraiment de savoir s'il y a des disparités de remboursement ou de prise en charge dans les pays européens. Est-ce que ça a une conséquence sur la décision que le laboratoire prend au niveau de la France? Est-ce que la loi prévoit aussi une entrée en matière de l'ATU de cohorte et au bout de combien d'ATU nominatives? Enfin, c'est toutes les questions qu'on se pose et pour lesquelles l'ANSM ne peut pas nous donner de réponse précise. Alors en fait, la prise en charge des produits de santé relève exclusivement de la compétence des États membres, pas de l'Union européenne. Donc la France peut décider, le médicament peut être mis gratuitement sur le marché allemand par exemple et bénéficier de l'ATU en France, donc ATU pour laquelle le laboratoire recevra une indemnité. D'accord. Et pour les modalités du dépôt des dossiers, enfin des demandes d'ATU en Europe, on s'adresse à quelle entité exactement? Est-ce qu'on s'adresse à chaque pays, à chaque autorité compétente de chacun des pays dans lequel on souhaite avoir l'ATU? D'accord. Exactement. Les ATU, alors en fait, il est vrai que l'article 5 du Code communautaire prévoit grosso modo le cas des ATU nominatives, donc prévoit que les États membres peuvent mettre sur le marché, peuvent autoriser la mise sur le marché pour des médicaments qui n'ont pas d'AMM, mais les textes communautaires ne parlent pas du tout de la prise en charge de ces produits parce que ça ne relève pas de la compétence de l'Union. Donc effectivement, pour avoir une prise en charge dans différents pays européens, y compris si elle est dérogatoire avec l'ATU, le laboratoire devra s'adresser aux différentes autorités nationales. D'accord. Et la loi ne prévoit pas non plus de combien d'ATU nominatives on peut disposer en France avant de passer sur une ATU de cohorte? Alors si. Alors en fait, je ne prévois pas de combien d'ATU nominatives on peut disposer. Bernard, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, parce que je sais que tu t'étais un peu... Non, mais c'est la question Bernard. Oui, exactement. C'est la question qu'on a abordée rapidement tout à l'heure déjà, qui est de savoir si le dispositif français qui a été mis en place depuis l'année dernière, qui consiste à contingenter le nombre d'ATU, est compatible, et qu'on retrouve dans le nouveau dispositif, donc est compatible avec l'article 5 que vient d'évoquer Marine, puisque le principe de l'article 5, c'est qu'on autorise et les États membres Bon, je pense que Bernard a une mauvaise connexion. Oui, Bernard a des problèmes de connexion. Bernard? Oui, Bernard a une mauvaise connexion. Mais donc la question, c'était ce qui... Je pense que ça bloque. La question, c'est s'il peut y avoir un minimum d'ATU nominatif patient de cohorte. Les textes ne disent pas à partir de taux nominatif vous passez en ATU de cohorte. En revanche, les textes précisent que les autorités peuvent refuser des ATU nominatives quand ils ont estimé qu'un plafond de chiffre. Donc dans ce cas, il y a bien premier arrivé, premier servi au niveau des patients. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et comme on a l'habitude de respecter absolument les horaires, il est 10 heures, et donc on va clore ce Café Nil. Marine, Bernard, vous avez un dernier mot? J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions par écrit. Ce que je vous propose pour ne pas dépasser l'horaire, c'est qu'on revienne éventuellement par mail avec des éléments de réponse pour les questions pour les personnes qui ont posé leurs questions par écrit, donc sur notre présentation, si ça vous convient. Et merci à tous pour votre écoute. On est encore une fois bien conscient de l'aridité du sujet, mais qui est néanmoins passionnant et riche qui porte beaucoup de conséquences très concrètes pour les industriels. Et donc voilà, on était ravis de partager tout ça avec vous. Et on espère à une prochaine fois. Et merci beaucoup Olivier pour l'organisation du Café Nil et merci beaucoup à l'équipe de Nil. Merci à vous, en tout cas. Je pense que c'était super. C'était vraiment extrêmement important pour beaucoup de monde. On a beaucoup de messages de remerciements à votre égard. On va continuer ça aussi dans le cadre du club PLFSS tous ensemble. Donc, on a encore du pain sur la planche et des choses à travailler. Et pour 2021, ben, je vous engage à vous inscrire sur le club PLFSS où vous nous retrouverez Bernard, Marine et l'équipe de Nil pour travailler ensemble sur le prochain texte qui sera le PLFSS 2022. D'abord le décryptage du 2021 et puis ensuite le 2022. Et voilà. Et si vous consultez vos boîtes mail, normalement, vous avez également la note de Nil qui concerne la petite loi, c'est-à-dire celle qui est sortie hier, après le vote solennel de l'Assemblée nationale. Voilà. Écoutez, pas de nouvelles dates pour fixer un prochain Café Nil, mais de toute façon, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec le distanciel. Donc, on vous enverra des invitations, bien entendu, pour nos prochains intervenants. Et à très, très vite. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à participer.